Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien démystifier un peu tous les mythes, toutes les croyances qu'on peut trouver quand on s'intéresse au feng shui. Et cette émission ne va pas déroger à la règle. C'est une émission spécialement dédicacée à tous ces mythes, justement. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer. Et si je ne vous connais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de faire votre connaissance. Donc, le thème de l'émission va être des mythes comme ça que j'ai choisi un peu dans ce qui est le plus courant en fait en feng shui, et on va commencer directement avec un des mythes qui revient régulièrement, à savoir les miroirs. Et alors, qu'est-ce qu'il en est avec ces fameux miroirs? On dit par exemple qu'avoir un miroir dans sa chambre ou une télévision ou toute surface réfléchissante va apporter une tierce personne dans la relation. Donc qu'en est-il de l'utilisation d'un miroir dans une chambre à coucher ou d'une télévision ou d'une surface réfléchissante qui est censée apporter une tierce personne dans la relation? Clairement, c'est un mythe. Donc, il ne faut pas forcément faire attention à ce genre de choses. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir les anciennes vidéos, les émissions en direct où je parle également de ce genre de choses. Clairement, c'est un mythe, ça n'apporte pas de tierce personne dans la relation. Donc si vous avez envie d'un miroir dans votre chambre, il n'y a aucun problème là-dessus. Une autre chose qu'on peut souvent entendre dire en ce qui concerne les miroirs, c'est que quand on a un secteur manquant au sein de son habitation, si on met tout un miroir sur le mur en question où le secteur est manquant, ça va compenser ce secteur manquant, ça va le faire d'une certaine façon apparaître à nouveau. Alors, qu'en est-il de ce qu'on dit à ce niveau-là? Une fois de plus, clairement, c'est un mythe. Donc, un miroir ne fera pas apparaître un secteur manquant, ne va pas non plus le compenser. Alors, on a également, quand on parle de miroir, cette idée que, par exemple, devant une table dans la salle à manger, là où on va prendre nos repas, le fait d'avoir un miroir qui va refléter la nourriture va apporter de l'abondance dans votre vie. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui concerne le feng shui de la cuisine. Alors, si vous avez un miroir placé à côté de votre table et qui va refléter la nourriture, ça va ne faire que refléter la nourriture, d'accord? Ça ne va pas vous rendre plus abondant. Ça, c'est ni plus ni moins, une fois de plus, un mythe en feng shui. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un miroir de placé à côté de votre table que tout à coup, l'abondance va arriver dans votre vie. Je le disais dans la vidéo sur la cuisine en feng shui. Faites l'essai et vous verrez si votre frigo par exemple se remplit un peu plus vite grâce à ce miroir. Comme je le disais toujours, ça vaut le coup parfois d'essayer simplement et de voir si les choses fonctionnent ou pas. Donc là, à vous de voir si vous avez envie de tenter l'expérience. Donc ça, c'est une fois de plus un mythe. Alors, un dernier mythe en ce qui concerne ces fameux miroirs. Vous avez déjà très certainement entendu parler des miroirs bagua ou pakwa. Donc c'est les petits miroirs de forme octogonale qu'on place au-dessus de sa porte d'entrée pour éviter de laisser entrer la mauvaise énergie. Alors, qu'en est-il de cette information? Une fois de plus, clairement, c'est à nouveau un mythe. Ce n'est pas un petit miroir octogonal qui va empêcher de laisser entrer une énergie au sein de votre habitation qui serait défavorable par rapport aux structures de l'environnement. C'est pas ça qui va arrêter, bien entendu, ce chi, cette énergie de pénétrer dans votre maison. Donc ça peut peut-être avoir un effet placebo, ça peut peut-être vous rassurer en tous les cas au niveau de votre morale, mais ça ne va pas avoir une influence sur votre feng shui. Que faut-il donc retenir des miroirs? C'est qu'un miroir ne reflète que ce qu'il a devant lui et c'est tout ce qu'il fait. Donc vous pouvez les placer où vous voulez, ça n'a aucune importance en feng shui. Voyons à présent ce que je considère également comme un mythe, à savoir l'importance des chiffres en feng shui. On dit très souvent qu'il y a des chiffres qui vont porter bonheur, à savoir en particulier le chiffre 8, je vais y revenir juste après, mais il y a également en Chine et en Asie de façon générale des chiffres qui portent malheur
Et on parle très souvent du chiffre 4. D'ailleurs, je remercie Marie qui m'avait envoyé une petite question à ce sujet sur la signification des chiffres et l'importance des chiffres en feng shui. Alors, il faut savoir qu'au-delà d'être en période 8, et ça fait partie des vérités, donc on est actuellement en feng shui en période 8, depuis une vingtaine d'années, on entend dire que le chiffre 8 est un chiffre extraordinaire, qu'il porte bonheur, que c'est le symbole de l'infini, etc. Alors, le symbole de l'infini, oui, si on couche ce chiffre 8, ça représente effectivement le symbole de l'infini, mais à part ça, c'est à peu près tout. Donc, quand on parle de chiffres feng shui de façon générale, très clairement, on est dans l'ordre du mythe ici, et non pas de la vérité. Alors, qu'est-ce que les Chinois comprennent avec ce chiffre 8? C'est un chiffre qui est vraiment préféré en Chine et dans la société chinoise en général. Il faut savoir qu'il bénéficie comme ça d'une espèce d'aura absolue parce que il est pour beaucoup synonyme de richesse, de réussite et d'importance dans l'échelle sociale. Pourquoi les Chinois le trouvent-ils si propice, ce chiffre 8? Il faut savoir que dans le taoïsme, le 8 symbolise en fait la plénitude et c'est également quand on pense au I Ching par exemple ou au feng shui de toute façon, quand on parle de Ba Gua, on parle de 8 trigrammes, donc c'est ce qui constitue le fondement de toute chose. Ça j'en ai parlé dans une vidéo précédente sur le Ba Gua, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo bien évidemment. Mais le chiffre 8 c'est également les 8 directions principales, donc ça c'est également très important. On a également ce chiffre 8 qui revient avec l'astrologie chinoise, donc la lecture de la destinée avec le Ba Zi, donc les 8 caractères. Donc vous voyez que ce chiffre 8 revient quand même relativement souvent. Ce n'est pas pour ça qu'il a une importance primordiale et qui va vous apporter de la bonne fortune, de la bonne chance, etc. Alors il faut certainement pas faire comme beaucoup font en Chine par exemple, à vouloir une plaque d'immatriculation avec le maximum de 8, à vouloir un numéro de téléphone avec le maximum de 8, à prendre le 8e étage quand on choisit un appartement, etc. Non, il y a d'autres critères pour choisir un étage en feng shui, c'est certainement pas lié en tous les cas au chiffre 8. Donc ça clairement c'est un mythe à nouveau. Alors, Marie qui m'avait envoyé la question, c'était en fait pour le chiffre 4. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec le chiffre 4 et pourquoi les Chinois ne l'aiment pas? C'est qu'en fait, la prononciation de ce chiffre 4, c'est quasi un homophone de mourir en fait. Donc que vous disiez 4 ou mourir, quand vous le prononcez en chinois, c'est quasiment la même chose. Donc c'est pour ça qu'en fait, le chiffre 4 en Chine n'est absolument pas apprécié. Et ça va jusqu'à éviter par exemple dans les ascenseurs d'avoir le 4e étage, le 14e étage, etc. Donc à chaque fois avec le 4 dedans. Donc je vous mets une petite image à ce niveau-là pour vous montrer que effectivement ça peut aller très loin. Et donc ce chiffre 4 est absolument détesté, j'ai envie de dire ça, en Chine, mais également à Taïwan, également en Corée et voire même jusqu'au Japon. Il faut savoir que ça porte un nom, cette histoire, et on appelle ça la tétraphobie. Donc j'espère que vous ne souffrez pas de tétraphobie. Donc une fois de plus, que ce soit le chiffre 4 ou le chiffre 8, ça a peu d'importance, ça ne va pas influencer votre feng shui, ça n'a aucune raison d'être en feng shui traditionnel. C'est vraiment plus de l'ordre des croyances et de l'ordre de la sonorité des mots quand ils sont prononcés, parce que la signification peut être proche de termes qui sont effectivement défavorables dans ce cas-là. Alors, le prochain fait que nous allons vérifier à présent ensemble, c'est l'importance des couleurs. Les couleurs ont-elles une réelle importance, un grand rôle en feng shui? D'après vous, mythe ou vérité? Eh bien, c'est un mythe à nouveau. Alors, il faut savoir malgré tout que les couleurs vont avoir un faible rôle en feng shui. Si on parle de pourcentage, c'est vraiment quelques pourcents par rapport à tout le reste. Ce qui est par contre vrai en feng shui, donc si on parle de vérité, les couleurs vont avoir une petite influence, mais elle est tellement faible qu'on peut directement faire l'impasse dessus, d'accord? Donc c'est vraiment pas quelque chose d'important en feng shui. Alors d'un point de vue culturel, traditionnel, etc.,
on va avoir la couleur rouge qui va être très dominante, très importante. Donc cette fameuse couleur rouge va en fait incarner le bonheur, la beauté, la vitalité, la chance, le succès et la bonne fortune. D'ailleurs, souvent au moment du Nouvel An chinois, les gens aiment bien s'échanger des enveloppes de couleur rouge à ce moment-là. Clairement, cette couleur a un rôle culturel très important, un rôle psychologique très important, mais uniquement donc au niveau culturel ou psychologique. En feng shui, elle ne va pas avoir cette importance-là. Alors même si elle est liée à l'élément feu, et certaines de mes consoeurs ou confrères vont utiliser la couleur pour, par exemple, essayer de réduire les effets d'une étoile mensuelle ou annuelle, à savoir particulièrement l'étoile 3 avec les étoiles volantes. Mais en fait, ce qui est mieux d'utiliser, c'est directement l'élément feu plutôt qu'une représentation de cet élément. Les couleurs, donc, en tous les cas, en feng shui, n'ont pas cette importance qu'on leur donne. Alors, il y a une autre couleur qui est également propice en feng shui, c'est le jaune qui va être synonyme de royauté, de pouvoir, du trône. Souvenez-vous qu'il y a très longtemps, le premier empereur de Chine était connu comme l'empereur jaune. Donc là, c'est vraiment plus une couleur de la noblesse, du pouvoir, donc j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est une fois de plus quelque chose qui relève du mythe et non des vérités. Alors, la dernière couleur qui va être très importante également pour les Chinois, ça va être le vert. Et là, c'est synonyme d'argent et de prospérité, de fertilité, de renouvellement, d'espoir, d'harmonie, etc. Mais une fois de plus, on est là sur un domaine plus psychologique et culturel qu'autre chose. Donc, si vous avez envie de retenir quelque chose, les couleurs, oui, jouent un petit rôle en feng shui, mais en tous les cas, elles n'ont pas l'importance qu'on veut leur donner habituellement. Ça, c'était pour les couleurs. Le prochain fait que je vous propose de vérifier, c'est l'utilisation des poissons en feng shui. Et on a souvent entendu parler, quand on s'intéresse au feng shui, d'un poisson particulier, ça va être l'arowana. Donc c'est directement un poisson exotique qu'on va laisser dans un grand aquarium et qui est censé apporter la prospérité et donc l'abondance financière. Qu'en est-il de ce fameux arowana? Une fois de plus, on est dans le domaine du mythe et non de la vérité. Quand on n'utilise pas d'arowana, certains disent également qu'on peut utiliser par exemple un poisson noir et 8 poissons rouges, ou alors 2 poissons rouges et un poisson noir dans un aquarium, et ça symbolise également la prospérité. Une fois de plus, on est là dans plutôt une idée un peu folklorique, une représentation de l'abondance, mais ce ne sont pas les poissons qui vont vous rendre riche, bien au contraire. Alors, par contre, ce qui va être éventuellement intéressant, c'est l'utilisation des aquariums s'ils sont bien placés en feng shui. Et ça relève par contre de vérité, parce que l'eau, en fait, c'est ça qui va être important. C'est pas tellement les poissons, mais l'eau, elle, a un rôle d'activateur en feng shui quand elle est en mouvement. Donc si vous utilisez un aquarium, il faut que cet aquarium ne soit pas fermé sur le dessus, il faut que l'eau puisse être en contact avec l'air ambiant, j'ai envie de dire. Donc la première chose, c'est que l'aquarium ne doit pas être fermé sur le dessus et que bien entendu l'eau soit en mouvement. Alors qu'elle soit en mouvement parce qu'il y a des poissons dedans, ce qui peut être très bien, ce qui peut être très joli, mais ça peut être par exemple également juste un seau d'eau avec une petite pompe, vous savez, les petites pompes de jardin comme ça, pour les petits comment on appelle ça, les petits bassins qu'on pourrait mettre dans un jardin. Donc vous mettez une petite pompe dedans, dans un grand seau, et vous mettez la pompe en route pour qu'elle puisse faire un peu tourbillonner l'eau. Et dans ce cas-là, vous avez le même principe qu'avec l'aquarium. Ce qui va être important là, vous le comprenez, ce ne sont pas les poissons qui sont dedans, ni quel type de poisson, ni combien de poissons, c'est uniquement que l'eau soit en mouvement. Parce que l'eau en feng shui, effectivement, est un activateur. Mais pour cela, il faut que cette eau puisse être en contact avec l'énergie qui l'entoure. Donc si vous avez un aquarium fermé, ça ne va pas activer le chi présent dans le secteur en question. Et une fois de plus, il faut qu'en plus cet aquarium ou cet activateur ou ce seau avec de l'eau en mouvement soit placé correctement dans le bon secteur. Restons encore avec l'eau parce qu'on a encore quelques petites informations à vérifier.
Donc il est très souvent dit qu'avoir de l'eau au-dessus de la tête, donc par exemple à l'étage vous avez un jacuzzi, vous avez un aquarium, vous avez éventuellement une piscine parce que vous habitez dans une résidence avec une piscine au dernier étage, ce genre de choses, on dit qu'avoir de l'eau comme ça au-dessus de la tête c'est synonyme de noyade, c'est synonyme d'étouffement et c'est très très défavorable. J'ai souvent entendu dire il y a quelques années de ça, il y a une bonne dizaine d'années, c'était quelque chose qui était très courant par exemple en Polynésie, où on disait qu'avoir un toit bleu, par exemple, le bleu étant synonyme de l'eau, indiquait en fait de la malchance et c'était vraiment cette image de noyade. Alors j'avais déjà dans le passé parlé de ce genre de choses. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'un toit rouge c'est synonyme de l'élément feu et que dans ce cas-là, on a le feu qui brûle au-dessus de notre tête et c'est pas mieux non plus. Une fois de plus, que ce soit en rapport avec les couleurs ou en rapport avec l'élément réel de l'eau par exemple ici dont je parle, c'est une fois de plus, ça relève clairement du mythe et donc il n'y a aucune indication dans les classiques. Ce qui va par contre être vrai, ça va être l'emplacement de cette eau. Si le chi de l'environnement est bénéfique et que cette eau est bien placée, peu importe qu'elle soit au-dessus de notre tête, j'ai envie de dire, du moment qu'elle est dans un secteur qui permet justement d'avoir de l'eau et que cette eau va avoir un effet bénéfique sur le chi qu'il y a autour de ce secteur ou de cette résidence, peu importe. Vous voyez, ce qui va être important une fois de plus, c'est l'emplacement et c'est tout ce qui compte, c'est l'emplacement par rapport à l'environnement. Est-ce que cette eau est bien placée et est-ce qu'elle peut servir d'activateur pour le feng shui et avoir des répercussions positives sur votre vie. Donc peu importe qu'elle soit au-dessus de votre tête, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'elle est bien placée d'un point de vue feng shui pour qu'elle puisse vous apporter des bénéfices. C'est la seule chose qui va compter. Un dernier mythe pour cette émission, c'est l'insaisissable, le fameux secteur amour en feng shui. Vous savez que j'ai déjà parlé dans les émissions précédentes du fameux secteur prospérité qui serait systématiquement le sud-est. Vous avez compris que ce n'est pas du feng shui. Et on a également la même chose avec le secteur amour qui lui se trouve au sud-ouest, qui représente également la femme. Mais donc on parle du fameux secteur amour et que si on active, si on stimule ce secteur par des représentations de couple, par des choses mises en double, etc., ça va favoriser notre relation amoureuse. Ça peut éventuellement nous permettre de trouver une partenaire ou un partenaire pour se marier. Donc on va très souvent entendre en fait sur internet ou peu importe ou dans certains ouvrages que stimuler ce secteur amour va faire progresser les choses. Alors ça c'est clairement une fois de plus donc un mythe et c'est un mythe du feng shui New Age, mais ce n'est pas en tous les cas du feng shui traditionnel classique sérieux. Clairement ce secteur amour n'existe pas en tant que tel, d'accord. Ce qui va être par contre vrai en termes de vérité, c'est que le feng shui ne peut pas créer l'amour, ça il faut être très clair là-dessus. Par contre il peut créer des opportunités. Il existe effectivement différents types de chi qu'on peut utiliser en tous les cas en Pachai par exemple, en s'orientant correctement, en faisant face à de bonnes directions, ou alors on peut au sein de son habitation stimuler un secteur particulier qu'on va appeler le secteur de la fleur de pêche au sein de l'habitation. Et en fonction de votre propre étoile fleur de pêche que vous pouvez avoir par rapport à l'astrologie. Donc il y a des choses qu'on peut faire, on peut stimuler en feng shui pour obtenir des opportunités. Après, est-ce que vous les saisissez ou pas? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous avez les yeux ouverts pour repérer les potentiels prétendants ou prétendantes? Ça, c'est une autre question. Mais en tous les cas, il y a effectivement des possibilités en feng shui pour stimuler ce type d'opportunité, ce type de chi qui va apporter ces possibilités-là, mais aller stimuler le fameux sud-ouest, le fameux secteur amour, entre guillemets, ça ne sert strictement à rien parce que cela, ce n'est pas
du feng shui. J'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire durant cette émission. Donc si vous avez d'autres idées, d'autres mythes, d'autres questionnements par rapport au feng shui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme à chaque fois, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas de me mettre un pouce vers le haut. Moi, ça m'encourage et ça fait connaître la chaîne encore plus. Et bien entendu, abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines émissions. Ça, c'est important également. Ça donne plus de visibilité également à la chaîne. Donc en tous les cas, si vous aimez mon contenu, likez, et puis si vous avez des questions par rapport à ce que vous entendez, à ce que vous pouvez lire sur le feng shui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je reviendrai dans de prochaines émissions sur vos questions, sur vos questionnements. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en feng shui et beaucoup de choses qui sont très souvent incorrectes, et donc je me ferai un plaisir de vous les expliquer et de les corriger. Donc n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Johan et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.